Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. Ce casque, il peut aider, il peut rendre plus indépendant une personne dans sa vie de tous les jours. Voilà, je veux dire, si demain, il y a un grand groupe qui me dit « nous, on va distribuer aux particuliers », oui, bien on sûr, y va. Bien sûr. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Nous irons à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. En soi, c'est un casque, d'accord ? Donc les gens peuvent se dire « oui, ça ressemble à un truc de gaming, c'est un truc de… » tu vois. Mais si tu mets pas d'émotionnel et si tu mets pas d'expérientiel, ça va rester un casque. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. L'argent, c'est juste la conséquence de rendre la vie plus facile aux gens. Si tu le fais en faisant une bonne action, tant mieux. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes, ensemble. Bonjour Élodie. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Pour nos auditeurs, Élodie, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, donc je suis Élodie Drapéry, la cofondatrice et dirigeante de Give Vision. Je suis née et j'ai grandi à Tahiti et je suis partie en France faire mes études. Ensuite, je suis partie vivre en Angleterre où j'ai rencontré mes cofondateurs. Et donc, on a commencé l'aventure Give Vision. Moi, ça fait déjà 10 ans. Et à Give Vision, ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on déploie une solution d'accessibilité pour les sites sportifs et culturels pour leur public malvoyant. Et cette solution, en fait, c'est un casque basse vision qui leur permet d'utiliser leur vision pour regarder ce qui se passe sur un terrain ou sur une scène. C'est en direct ou bien on met le casque et éventuellement c'est quelque chose qui a été pré-enregistré ? Alors le casque, en fait, il a 2 modes. Il a le mode jumelle digitale, c'est-à-dire que c'est moi, en tant qu'utilisateur, qui contrôle l'image que je regarde. Et il y a le mode télé. Donc, ce qui est en train d'être filmé en temps réel sur un stade ou sur une scène de concert, ça sera aussi diffusé en temps réel dans le casque. Donc, la personne peut choisir le mode qui lui convient le mieux en fonction de la situation, de l'environnement ou de sa pathologie. Du coup, tu as créé en fait avec des cofondateurs il y a 10 ans. Comment est venue l'idée en fait de créer ce casque ? Alors l'idée, elle est venue surtout des rencontres, parce que moi j'avais pas forcément d'expérience dans le milieu de la tech. C'est vrai que j'ai été très intriguée par l'idée. Donc mes cofondateurs sont plutôt le profil technique, technologique, et ils voulaient avoir des lunettes pour les personnes malvoyantes. C'était parti des Google Glass. Et c'est en rencontrant en fait des développeurs aveugles avec qui on a commencé un peu à discuter des utilisations possibles des Google Glass pour eux. Mais voilà, là, c'était vraiment l'idée. Aujourd'hui, on est vraiment loin de ces premières idées, ces premiers prototypes. La première année, on a pratiquement fait 1 année d'études de marché. On a interviewé plus d'1 centaine de personnes malvoyantes. Et c'est là où on a compris, en fait, la diversité des profils. Quand je dis « je suis déficient visuel », souvent, on comprend « je suis aveugle », alors que les personnes aveugles représentent seulement 10% à 20% maximum de personnes dans cette communauté des déficients visuels. Le reste est malvoyant et la majorité utilise sa vision résiduelle dans la vie de tous les jours en utilisant des aides techniques et notamment des loupes digitales. Alors, c'est un sujet que je connais plus ou moins de loin, en tout cas le déficit visuel, parce que ma mère est née aveugle. Et en fait, on lui a redonné la vision. Elle avait un glaucome à la naissance. D'accord. Donc, on lui a redonné la vision. Et c'est vrai que j'ai pu voir comment, en fait, est la vie d'un malvoyant au quotidien. C'est-à-dire, effectivement, ils utilisent beaucoup de loupes ou les lunettes ne sont même plus assez efficaces. Donc, ils utilisent des lunettes qui sont, en fait, des loupes. Les gens, en fait, dans la rue, parce que, justement, t'as pas forcément une canne, les gens n'ont pas envie de se diriger vers la canne ou le chien d'accompagnement. Du coup, c'est vrai que tant que tu n'es pas forcément à une distance extrêmement proche, en fait, ils te voient pas. Ou on leur dit, regarde telle chose, et en fait, ils osent pas forcément dire que ils ne voient pas en fait au-delà. Donc, c'est vrai que si j'ai pu observer, c'est que dans les réunions sportives, dans les concerts et ce genre de choses-là, en fait, ils demandent à ce qu'on leur raconte ou à ce qu'on leur confirme
qu'ils ont bien compris la scène, ce qui est en train de se passer autour d'eux. Donc au quotidien, tes lunettes, comment en fait justement la personne qui a le handicap visuel les utilise au quotidien? Elle les prend avec elle et elle se dit je vais aller à une cérémonie sportive ou au théâtre ou voir dans un musée. Comment ça se passe au quotidien pour eux? L'usage en fait il est assez facile, ou bien il faut qu'il prévoie tout, que tel jour, telle heure il va dans tel endroit? Alors l'idée, c'est que nous, on devienne en fait une nouvelle norme d'accessibilité, comme ce qu'est aujourd'hui l'audiodescription, même si c'est pas forcément installé partout. Et comme ça, on travaille en fait directement avec les sites, les lieux qui accueillent du public, pour que ce soit eux qui intègrent ce service dans leur portfolio de services à destination des visiteurs, des spectateurs. D'accord. Et c'est là où il y a le challenge de travailler avec du B2B, mais en faisant... À destination de B2C. Voilà, exactement. D'accord. Donc, comment ça se passe en termes alors, je vais y revenir après, mais en termes de commercialisation, donc du coup, toi, tu vends la solution aux professionnels? Exactement. On va le vendre à des clubs sportifs. On travaille par exemple avec des clubs de foot de première ligue en Angleterre. On va travailler avec des collectivités qui organisent des grands événements, des compétitions sportives nationales ou internationales, ou encore des grands groupes qui veulent sponsoriser ou qui sponsorisent déjà des événements sportifs. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que vous auriez pu développer si vous avez travaillé avec les organisations? Alors oui, on a travaillé, effectivement. C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où si on n'est pas sponsor officiel, on ne peut pas facilement communiquer sur ce qu'on fait là-bas. C'est très difficile. Voilà, ouais. C'était vraiment un des principaux challenges. Mais on a effectivement déployé pendant les Jeux olympiques et paralympiques. On était notamment au Stade de France. Donc on a travaillé, voilà, on n'était pas partout, mais on a eu quand même une super expérience de travailler avec l'équipe de Paris 24 et d'autres parties prenantes qui ont permis justement d'être présents. Donc, si je comprends bien, en fait, tu fais de la deep tech inclusive et accessible. En gros, si je devais résumer ce que fait Give Vision, c'est ça. Ouais. Et en termes de communication auprès du grand public, comment en fait le public fait pour savoir que cette solution existe? C'est une très bonne question. C'est quelque chose sur lequel on doit vraiment beaucoup plus travailler parce que en fait, on se rend compte que les personnes malvoyantes, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent pas forcément de ce carcan de personnes handicapées, donc elles font pas partie d'une association. En fait, on a fait un sondage l'année dernière et on s'est rendu compte qu'à peu près 50% des personnes qui avaient répondu à ce sondage, demandant est-ce que vous allez toujours à des événements sportifs, en fait, ces personnes-là, 50% ne font pas partie d'une asso. Donc voilà, c'était assez difficile finalement de comment on peut les approcher. Là, ce qu'on essaye de faire en ce moment sur nos réseaux, c'est de mettre plus en avant les expériences personnelles des utilisateurs pour que les gens puissent s'identifier et se connecter. Exactement. Mais effectivement, là, je pense qu'en 10 ans, on a fait beaucoup sur le produit, on a essayé vraiment, on a testé des modèles économiques différents, mais là... vous avez choisi le modèle économique, vous partez chez le pro en B2B et la communication B2C pour soutenir la demande. Exactement. 10 ans de R&D, j'imagine que c'est beaucoup d'investissement. Comment ça se passe? Vous avez eu des subventions? Vous avez eu des levées? Alors, on a levé en 2015, donc la première année, on avait fait partie d'un incubateur. Donc, c'était l'incubateur de Telefonica. À cette époque, je dis cette époque parce que ça fait 10 ans, mais c'est vrai que ce n'était pas un accélérateur si spécialisé que ça. Il y a des avantages et des inconvénients de ça, mais ça nous a permis vraiment de développer le premier prototype. Il a été créé en 2015, le premier prototype. Alors, en 2015. Ce qui était intéressant avec cet accélérateur, c'est qu'en fait, c'était à peu près 30 000 euros de cash, mais qu'il donnait en fonction aussi de certains objectifs atteints. Et un des objectifs, c'était d'être sûr que le produit veut être utilisé par les utilisateurs. Ce qui paraît logique, mais finalement, c'est quand même vraiment important. Parce que des fois, il y a des gens qui développent un produit, puis derrière, il n'y a pas de marché. Exactement. Donc, on avait ce premier prototype. Et ensuite, on s'est rendu compte que si on voulait l'utiliser pour la vie de tous les jours, il fallait qu'on se positionne sur un dispositif médical. Donc, c'est pour ça, en fait, les 10 ans, c'est aussi parce que ça a intégré la certification des études cliniques. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que même si on ne vend pas
on ne vend plus de dispositif médical, on a des données pour prouver qu'il y a un impact positif sur la vision des personnes qui l'utilisent. D'accord. Qui dit dispositif médical dit prise en charge éventuelle par la sécurité sociale ? Alors, c'est quelque chose sur laquelle on a regardé. Aujourd'hui, malheureusement, ce type d'outil n'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Et ça, on se rend compte que ce soit... Parce que j'ai rencontré donc mes cofondateurs en Angleterre. L'Angleterre et la France... C'est pas fait pareil, le modèle. C'est pas pareil, mais là où ça se rejoint, c'est que ce type d'outil est très mal remboursé par la sécurité sociale, parce que, en fait, c'est pas quelque chose qui aide forcément quand on est... Au quotidien. Enfin, oui, mais je sais pas comment expliquer. C'est peut-être parce que les problèmes, enfin, les besoins de ces personnes ne sont pas assez identifiés. Exactement. Bien sûr. Aujourd'hui, les seules choses qui sont remboursées, ça va être, les machines de Braille pour les enfants. D'accord. Et pour les personnes, enfin voilà, pour tout ce qui est adulte, ça va être la loupe, une loupe. Donc c'est vraiment, enfin je veux dire pour les choses au quotidien, ça reste vraiment très limité. Ok. Une première levée de combien ? C'était 150 000 euros. Donc vous avez été incubé et donc j'imagine que vous avez reçu des premiers prix par rapport à l'innovation que vous proposez. Non, tout à fait. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, on a eu des subventions et c'est vrai que c'était pour nous par rapport à la nature de notre produit et de notre marché, c'était vraiment important en fait pour payer ces essais cliniques, ces essais d'usage. Donc, on a reçu des subventions. Là, c'était par rapport au gouvernement. En fait, ils avaient un service département d'innovation. Donc, c'est un peu comme la BPI ici, sauf en Angleterre. Et on avait levé à peu près, en 10 ans, à peu près, je dirais 1,5 million. 1,5 million en 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes ? On est moins de 10. Moins de 10 ? Oui, on est une petite équipe. Et vous faites un chiffre d'affaires de combien, là ? Alors, on a pivoté donc, pour se positionner vraiment B2B sur le déploiement dans les sites sportifs et culturels depuis 2 ans. D'accord. On a commencé donc en 2022, 0 de chiffre d'affaires sur ça. Et l'année d'après, on était à 250. Et là, on a doublé en 2024. Donc voilà, l'idée c'est que... Vous avez une croissance chaque année. Voilà, il y a une croissance chaque année et on s'est dit, voilà, par rapport à un modèle B2C qu'on a essayé au début... Bien sûr, qui est plus difficile à monter en échelle, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, vous avez signé donc différents sites sportifs. Quel est le profil de client et quel est le retour en fait comment il vous accueille justement, il accueille votre technologie, le client ? Alors... Je pense que là où c'est difficile encore aujourd'hui, c'est que même si l'accessibilité est quelque chose c'est un enjeu, c'est quelque chose qui est auquel beaucoup d'organisations essayent de prendre des nouvelles initiatives. Il n'y a pas forcément de livre blanc sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Il y a beaucoup d'innovations par rapport aux personnes en situation de handicap, mais c'est là où il y a encore je pense que du temps pour éduquer. Et pour évangéliser, exactement. Comment tu fais pour prospecter justement et pour les convaincre ? Parce qu'on veut tous faire une bonne action, mais j'imagine il y a quelqu'un qui dit en termes de budget, oui, non, en fait, c'est pas la priorité. Donc, comment vous faites pour les convaincre ? Là, nos premiers contrats, en fait, c'est vraiment des organisations. Par exemple, je pense à un club sportif là en Angleterre. C'est parce qu'ils ont vraiment vu le problème. C'est-à-dire qu'ils ont des supporters qui vieillissent, comme partout, et qui veulent toujours venir au stade. Parce que voilà, c'est une vraie communauté, sauf qu'ils ne peuvent plus profiter vraiment du match comme les autres. Donc, c'est par les demandes de ces supporters. C'est vraiment ces supporters-là qui nous ont aidés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de mettre ces histoires un peu plus en avant. Mais on fait beaucoup d'éducation sur les besoins des personnes malvoyantes, que l'audiodescription, c'est bien et nécessaire, mais ce n'est pas assez pour proposer une expérience unique pour ces personnes. D'accord. Donc là, vous êtes 10. C'est quoi les prochaines étapes pour vous ? Alors, on a beaucoup déployé la solution de façon temporaire. Et aujourd'hui, on a commencé à discuter avec un certain nombre de sites pour l'installer de façon permanente. D'accord. Et nous, notre grande
préoccupation, c'est comment d'autres personnes peuvent faire notre travail de la même, avec la même qualité de service. Donc c'est éduquer et former. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape pour pouvoir proposer la solution dans le maximum de sites, pas juste en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Tu me parles donc de sites sportifs. Vous travaillez avec des musées ? Pas encore. Le musée, c'est l'expérience, le parcours visiteur qui devrait être un peu plus adapté, mais j'aimerais beaucoup travailler sur ce sujet parce que oui, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Aujourd'hui, quelle est la question qui te paraît hyper importante où tu as besoin en fait d'éclairage par rapport à ton modèle actuel ? Imaginons, demain, on a cette opportunité de travailler aux États-Unis. L'idée, ça serait de trouver quelqu'un qui puisse faire qui puisse proposer le service à notre place. Est-ce qu'il y a peut-être un top 3 ou des pièges à éviter Alors, un top 3 des pièges à éviter, je ne sais pas, mais je pense que pour couvrir et populariser une solution qui est surtout une solution d'innovation, il y a plusieurs choses sur lesquelles travailler en amont. En termes de communication, tout à l'heure, on parlait... tu me disais que vous avez remporté quelques prix. J'imagine que tu es, surtout dans certains colloques concernant l'innovation, que tu vas chercher, en tout cas, à évangéliser et à populariser la solution. Je pense qu'il faut se positionner déjà en tant que leader, ou en tout cas, essayer de se positionner là-dessus pour pouvoir dire la solution est innovante, vous avancez sur le futur, avec de la data. Tu as parlé de ta data tout à l'heure, qui est très intéressante, en disant, on a X personnes qui portent des lunettes. On a X personnes dont la vue décline. Qu'est-ce qu'on fait ? Notre solution, c'est un mélange d'IA, c'est un mélange de technologie, c'est un mélange de ça. Donc, on vit avec notre temps, on a un temps d'avance. Prenez vite ce cap, parce qu'on parle de l'IA tous les jours, mais les utilisateurs, eux, vont aussi upgrader sur leurs demandes. Et donc, vous ne pouvez pas juste leur proposer des jumelles lorsque ils vont voir un spectacle ou un match de foot. Donc déjà, je pense qu'en termes de communication, il faut vraiment se positionner vite et fort avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et surtout parler de l'évolution en fait, des modes de consommation des gens. Par exemple, là, en ce moment, ça fait quand même un bout de temps que Ray-Ban a lancé ses lunettes avec Meta. C'est lancé depuis plus d'1 an, il me semble. Voilà. Personne n'en parlait. Qu'est-ce que Meta a fait avec Ray-Ban ? Par exemple, sur le dernier festival de Cannes, ils sont allés, ils ont offert, en fait, ils ont pris une suite, ils ont invité des influenceurs à tester la solution. Ils sont tous repartis avec des lunettes Ray-Ban. Mais ils ont popularisé. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les gens, en fait, font des stories avec, et du coup ils sont interrogés par le public en disant mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu utilises, ah c'est bien, etc. Moi ce que je pense, parce que bien sûr tu vas pas pouvoir donner les casques à foison, c'est qu'il faut avoir des actions de communication pour leur montrer en fait qu'il y a un vrai attrait et un vrai service supplémentaire à vendre à ces personnes-là, parce que le monde est prêt, en fait, à utiliser ce genre d'outils supplémentaires. Ça, c'est la première chose. Dans les pièges à éviter, ou plutôt pour pouvoir continuer à évangéliser le marché, ça veut dire qu'il faut faire tester la solution. Comme tu dis, quand ils testent, ensuite, ils ont une demande, en fait, par exemple, des supporters. Donc, il faut aller dans différents points, que ce soit les festivals... Enfin, on ne peut pas se priver. Alors, on écoute, mais on voit et on vit, en fait. Donc, on ne peut pas se priver de ça. Donc, ça veut dire essayer d'aller chercher des choses très importantes et qui marquent, en fait, ton positionnement avant-gardiste. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des musées. Je sais qu'il y a le parcours qui est plus compliqué, mais en ayant une carte avec un grand musée, ça te permet ensuite de dire, nous, on travaille avec... c'est le Tate en Angleterre, ou on travaille avec le Louvre, ou on travaille avec telle galerie. Et ça va être... Il faut aller en attraper au moins un. C'est celui-là qui sera ta carte de visite ensuite pour aller évangéliser d'autres pays, tu vois. Ça, c'est les deux choses qui me semblent essentielles, parce que ça passe beaucoup par la com pour populariser une innovation. Après...
moi, j'avais fait une petite... j'avais pris des notes et j'avais pensé qu'il faut vraiment segmenter l'offre en fonction des usages. J'avais donc mis une case culture et loisirs, donc les musées, les expositions et voire même l'opéra, tu vois. Ouais. Essayer d'attraper un contrat, au moins un contrat de démonstration. Ouais. Tu vois, qui te dit en bas, tu vois, validé par l'Opéra de Paris, validé par tel théâtre. Ensuite, j'avais pensé à autre chose. Tu me parlais des enfants tout à l'heure. Je pense que l'éducation, je pense que quand on a un enfant malvoyant, on est prêt vraiment à utiliser des nouvelles solutions. Les enfants vont au stade, les enfants vont au théâtre, les enfants, on a besoin de les envoyer pour la culture. Et donc... les enfants et les grandes écoles, je pense que ce sont aussi des biais en fait de démocratisation de ton outil. Aller signer alors des grandes écoles et puis des plus petites écoles, mais certaines écoles de commerce ou aller travailler avec certaines universités. Alors je pense à des grosses écoles qui ont un peu plus de budget quand même, donc des HEC ou autres, pour dire vous portez en fait les gens de demain. La génération de demain, et donc en fait vous devez être à la pointe, en fait, leur fournir un service supplémentaire, surtout au prix d'accès de votre école, tu vois. Alors au début on va dire oui c'est élitiste, non, tu commences par là et ça te permet en fait d'aller chercher dans le public d'autres choses, tu vois. C'est juste faire le POC, la preuve du concept, en fait. Dans l'événementiel, les JO, effectivement, c'était une porte d'entrée. Pour que nos auditeurs y comprennent, les JO, même si tu arrives à pénétrer les JO, pendant toute la période où tu n'es pas sponsor officiel, tu n'avais pas le droit de communiquer dessus. Exactement. Le handicap, j'y suis sensible. J'ai investi dans une entreprise, en fait, je ne sais pas si tu es au courant, qui fait des roues en fait, avec des freins pour les chaises roulantes, en fait, donc pour les personnes à mobilité réduite. Et ils ont participé aux JO, mais pendant les mois avant et les mois après, ils n'avaient pas le droit de communiquer. Et en fait, c'est très difficile de prendre le train une fois que la trend elle est passée. Donc c'est pour ça il fallait créer beaucoup de content à ce moment-là et le diffuser après, et raconter les coulisses et dire que tu as participé à ça aussi. Vous avez fait ça un petit peu de l'archivage autour de ça ? On a beaucoup filmé. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'interviews. Donc maintenant, il faut le raconter, c'est vrai qu'on peut vraiment... On peut en parler beaucoup plus, c'est sûr. Il faut. Parce qu'on a du contenu, on a eu la chance d'avoir des centaines d'utilisateurs, donc Il faut, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les JO de Los Angeles qui arrivent. Bien sûr. Et donc, si tu veux aller attraper, entre guillemets, et démocratiser, c'est le moment idéal de dire, vous voyez, ça s'est très bien passé, on l'a fait, il faut renouveler l'expérience. Et donc, quand tu as fait les JO 2 fois, c'est une sacrée carte de visite, tu vois, pour aller chercher. Et j'avais noté aussi, là c'est différent, j'avais noté tout ce qui est médical et social, mais c'est quelque chose que tu as déjà touché du doigt. On a touché, en fait, ce qu'on essayait de faire, c'est de trouver le modèle économique qui nous permette de démocratiser. Et c'est vrai que le B2C, avec la partie dispositif médical, c'était pas forcément c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, même si on est positionné sur améliorer l'accessibilité des lieux sportifs et culturels, se dire que ce casque, il peut aider, il peut rendre plus indépendant une personne dans sa vie de tous les jours. Voilà, je veux dire, si demain, il y a un grand groupe qui me dit, nous, on va distribuer aux particuliers, oui, on y va. Bien sûr. Parce que l'idée, c'est que cet outil puisse être accessible à un plus grand nombre pour tout type d'activité. Donc moi, j'avais du coup pensé que pour illustrer vraiment que ta solution, elle s'applique sur différents pans de la vie, qu'il fallait faire une sorte de catalogue illustré, d'accord, avec des usages illustrés, c'est-à-dire pour chaque public cible, d'accord, un usage, une slide, un moment de vie rendu, en fait, tu vois, pour montrer à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. Que ça, c'est une bonne base pour pouvoir communiquer, que ce soit en B2B ou en B2C. Tu vois, tu prends un exemple concret, donc ça va être un match, ça va être un musée, ça va être, alors je dirais pas une sortie scolaire, mais presque, tu vois ce que je veux dire ? Et un moment de vie rendu en fait à la personne qui a ce déficit, parce que tu dois créer du lien.
Et on a tendance à se dire le handicap c'est tabou, on parle toujours de choses qui sont difficiles et pas de moments de vie. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Qui portent la joie, le plaisir ou autre, tu vois. Et ça permettrait vraiment de créer du lien, en fait, et de se dire, mais en fait, j'achète pas un truc RSE, un plan RSE pour ma boîte, je rends et je donne du concret, en fait, aux utilisateurs sur le site. Donc ça faisait partie des choses. Comment ça se passe, vos relations avec les mairies ? On a commencé un peu à travailler avec eux, mais c'est assez nouveau. C'est très lent en plus, c'est très compliqué. Dès que tu rentres dans le public, dans le secteur public, c'est vrai que c'est différent. Tu as des dizaines de validations, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit oui, non. On a fait une subvention il y a 2 ans. C'était un gros dossier, mais c'est pour justement une installation permanente. Donc ici à Paris, dans 2 grands sites sportifs, l'Accor Arena et l'Adidas Arena. Donc on est très contents. Effectivement, là, on a travaillé avec la ville de Paris sur ce sujet. Donc ça, c'est très bien. Et vous êtes allé chercher un petit peu les fondations du type Accor, Orange ou SNCF ? On regarde un peu les fondations. Pour faire leurs subventions, Souvent, après, c'est pas un problème, mais souvent, les fondations préfèrent travailler avec des associations. Et c'est vrai que, après, nous, on peut très bien travailler avec une association, enfin, faire une sorte d'avoir une approche tripartite. Mais on n'a pas... on travaille plutôt avec les départements RSE ou accessibilité qu'avec les fondations, pour l'instant, en tout cas. Les fondations, je pense que c'est beaucoup de relationnel. Je pense que avoir un partenariat sur un événement financé par la fondation te permet en fait d'attirer sur ton sérieux et d'attirer leur écosystème. Tu vois, la fondation Orange, tu vois, tout de suite sur les événements sportifs notamment. C'est peut-être une autre piste pour asseoir en fait ton sérieux et le fait que ta solution peut apporter quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Tu avais sûrement une deuxième question. Oui. En fait, c'est vrai que nous, ça fait déjà 10 ans. Et on a pivoté 2 fois. On a un produit, on sait qu'il marche. Mais en fait, j'essaye de me projeter dans, si demain on va monter en échelle, je me demandais si toi, tu avais comme ça les grandes décisions qui ont fait changer, qui ont fait basculer ton business. Je pense qu'il faut bien savoir parler à sa cible. Et parfois, il faut prépaquer en fait les offres. Par exemple, nous, on a quelque chose de spécial, entre guillemets, c'est qu'on a une omnicanalité. Et c'est ce que j'ai déjà abordé ce sujet-là. Une cible, une offre. Par exemple, tu peux faire un pack équipement accessible pour les institutions et événementiel inclusif. Tu vois, le fait de packager en fait une offre, c'est mieux que de dire on a un casque, il fonctionne, il fait ça. Alors que si tu arrives avec un pack, tu vois, donc vous avez un pack, vous pouvez faire ceci, cela et cela, et ça correspond à tel événement, tel événement, tel événement. Si vous voulez le mettre en place sur cet événement, 10 casques, boum. C'est vraiment clé en main. Clé en main, en fait. Ouais. Le fait de packer fait qu'ils se posent beaucoup moins de questions, parce qu'en fait, tu leur dis, il y a 3 heures de formation pour vos équipes, un tuto en ligne à suivre, ça vous est livré tel jour, et vous le remettez dans la boîte, et tu vois, quelque chose, pouf. Et tu vas voir une institution, tu proposes ce pack, tu vas voir pack spécial événement inclusif, rendez votre événement plus inclusif, tu vois. Boum, tu vois. C'est en termes de commerce, il faut... en fait, tu peux avoir un beau produit. S'il est mal vendu, parce que tu ne lui as pas mis dans l'offre idéale, qu'il soit une offre en fait, où tu dis, oui, c'est évident, je vais prendre ça, tu vois, où tu te poses le moins de questions possible. En fait, il faut que ça leur paraisse, si tu veux... Tu t'adresses à un public de personnes qui n'ont pas, en fait, de problème de handicap et qui doivent réfléchir pour des gens qui ont un besoin d'accessibilité. Et souvent, c'est juste qu'ils ne savent pas faire. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place d'eux. C'est pour ça que d'un côté, je t'ai dit dans ta com, une solution à un moment de vie, donc tu crées du lien. Et de l'autre côté, il ne faut pas qu'ils aient à réfléchir des heures. Il faut qu'ils se disent... moi, oui, effectivement, je veux un événement plus inclusif. Donc, je prends ce pack-là, en fait. Tu vois ? Ouais.
Il faut juste simplifier et pas qu'ils se disent « Attends, c'est un mélange de technologie, mais c'est dur. » Et puis il faut Non, c'est sûr. Le fait de... Simple, concret. Simple et efficace. Comme si tu choisissais un forfait de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est une bonne idée. Non, c'est sûr. Ça, c'est important parce qu'en fait, là, tu vois, c'est la mode des festivals. Il y en a plein, il y en a toutes les semaines sur l'été. Tu arrives, tu te dis, bah, nous, on a un pack inclusion, en fait. Donc, faites de votre événement un événement inclusif, tu vois. Soyez le premier, tu vois, ou faites comme les autres, tu vois. Ouais. Ça peut être sympa pour commencer à se caler et aller chercher du chiffre d'affaires. C'est ce qui a fait, en tout cas, ma différence. C'est-à-dire que les gens se posaient plus de questions. D'accord. Tu as un bundle de démarrage, tu as une formation avec. Ouais. Tu vois, point. Non, je vois comment ça fera une grande différence parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Voilà, donc c'est sûr que si on simplifie ce process... En fait, en simplifiant le process, ça t'évite les allers-retours. Ouais. Tout le monde gagne du temps. Et il se dit, attends, si c'était aussi simple, ouais. ça va être aussi simple sur le terrain aussi, tu vois. Donc ça. Après, bien sûr, le SAV sera une clé hyper importante sur tes premières installations. Le temps même, toi, de te rôder. Tu vois ce que je veux dire? Dire, OK, sûr. Ils ont commandé 15 casques pour l'event. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On met quelqu'un sur place? On met tu vois? Ouais. Faut que toi, tu sois prête derrière à délivrer. Puis après, une fois que tu es rodé, ça se décline vite. Souvent, on a un produit. Le produit est beau, mais on ne sait pas En fait, il nous paraît évident et simple. Ouais. Mais comme tu dis, ça va aussi dépendre des environnements où on travaille. Parce que là, heureusement qu'on a fait beaucoup de travail sur le terrain pour comprendre un petit peu les problématiques. Et voilà, sur site, quelles sont les questions au niveau technique, opérationnel. Enfin voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps passé sur le terrain pour comprendre tout ça. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Et le fait de te dire, OK, il y a un tuto en ligne où le client, en fait, pour sa prise en main, il fait suivant, tu vois. Et tu dis, vous donnez le lien à vos équipes ou aux filles qui font l'accueil. Ça leur a pris 5 minutes. Elles savent que s'il y a une demande pour le casque, tu vois, elles ont cliqué, elles savent. Ou bien elles le font en direct avec la personne. Ça y est, c'est fini, c'est installé, il n'y a plus qu'à mettre, à poser, tu vois. Mais ton casque, il ressemble à quoi? Tu ne me l'as pas montré. Oui, c'est vrai. Alors, donc le casque, il ressemble à un casque de réalité virtuelle, sachant qu'on fait de la réalité augmentée. C'est pas un casque qui est une aide à la mobilité. Donc c'est vrai que c'est pas le plus, c'est pas non plus très safe de marcher avec. Mais voilà, il aide vraiment pour toutes les activités statiques et notamment pour utiliser sa vision de loin. Et avec la petite télécommande, donc là c'est très simple, il y a 3 boutons à utiliser. J'ai donc mon joystick, là je pousse, en fait je peux zoomer, j'ai différents grades niveau de zoom. Je peux changer la luminosité, ce qui est très important pour les personnes qui peuvent être sensibles à la lumière. Et je peux changer aussi le type de contraste. Sur le casque, j'ai un gros bouton et ce bouton, ça me permet de changer entre le mode jumelle et le mode télé. D'accord. Voilà, donc on a voulu une interface très simple pour justement une prise en main très rapide quand je vais à un événement. Par exemple, la personne va à l'accueil du stade ou de l'aréna. Elle dit qu'elle a réservé cette option-là. Exactement. Avec son billet. Et la personne lui l'aide à la prise en main. Exactement. OK. Et aujourd'hui, vous avez eu combien d'utilisateurs? Le nombre d'utilisateurs, c'est plutôt en centaines par rapport au site, parce qu'on a fait pas mal de pilotes. Là, c'est vraiment, maintenant, c'est de transitionner entre pilote et installation plus pérenne. D'accord. Et là, dans les 2 ans à venir, pour toi, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est un peu comme tu expliquais, c'est vraiment de packager pour de vendre une solution maintenant, plus un produit. Voilà, de vendre la solution et d'être dans beaucoup plus de sites. Donc là, en 2 ans, d'être au moins... si on regarde à peu près en Europe et aux États-Unis, on a à peu près 600, là je reste sur les sites sportifs, 600 sites sportifs de plus de 30 000 places. Donc effectivement, là, on est sur des grands lieux où le zoom, ça aide beaucoup. Donc d'être au moins sur 20% de ces sites en 2 ans. Tu as un objectif de 20% de sites équipés. Équipés, ouais, donc oui. Et aujourd'hui, tu as quelqu'un au commerce? Alors, on a tous, pas tous.
mais une majorité de l'équipe a une casquette le commerciale. Okay. On a maintenant 2 commerciaux en France. On a recruté d'ailleurs notre première commerciale en France après les Jeux. C'était une utilisatrice pendant les Jeux. Donc, ce qui est super, c'est qu'elle peut vraiment éduquer sur le problème en parlant de sa propre expérience. Et on a quelqu'un qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Donc, pour l'instant, voilà, on est 2 en France et il y a 2 en Angleterre. D'accord. Bah justement, comme tu me parlais de témoignages clients, je pense que dans les choses à amplifier en termes de communication, c'est le témoignage client. Face cam, mais même montrer les backstage du avant-après. Ouais. Tu vois, de prendre un utilisateur qui va essayer pour la première fois, d'aller le suivre sur un événement sportif, et en fait pour voir sa réaction en direct, et montrer en fait ce que t'apporte le avant-après. Ouais. Je pense que tu rajoutes de l'émotionnel, et tu continues à créer du lien, tu vois. Et je pense qu'après, quand les gens vont sur ton site et regardent, ils voient en fait l'impact que tu as réellement. Je pense que ça fait partie des choses à rajouter dans toute la sphère de com autour du produit. Parce que le produit, si tu veux, en soi, c'est un casque. D'accord ? Donc les gens peuvent se dire, oui, ça ressemble à un truc de gaming, c'est un truc de... Tu vois. Mais si tu mets pas d'émotionnel et si tu mets pas d'expérientiel, ça va rester un casque. C'est là ta différence avec les autres, ton point de différenciation. C'est que tu dois rajouter, dans tout ce storytelling, tu dois rajouter le lien et créer l'émotion. Ouais. Non, surtout qu'on a des super réactions. Donc Mais on a tous vu ce genre de vidéo où on fait poser à un enfant un appareil, il entend pour la première fois et tu vois son visage s'illuminer. C'est sûr, c'est impressionnant. Et ça crée de la viralité. Et c'est ça que tu dois aller chercher en créant ce genre de vidéo-là. Tu vois, aller recruter des gens en disant, bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à filmer l'expérience, etc. Les emmener sur des sites hyper importants. Ça peut être un concert de Taylor Swift ou un truc qui fait que tu vas créer de la viralité et que quand tu vas aller le présenter à un stade ou autre, tu vas dire, bah, regardez l'émotion sur le visage. Vous êtes vecteur d'émotion, bah, regardez. Tu vois, ça, c'est hyper important. Si tu avais une dernière question à me poser. Oui, une dernière question. En fait, c'est vrai que quand tu commences en tant qu'entrepreneur, souvent, tes indicateurs de performance, c'est un peu combien d'argent tu vas lever. Oui, dans la tech, plus pour vous. Peut-être plus pour nous. C'est vrai que nous, on est un peu tombé dans ce piège. Je voulais savoir si toi, quelle était ta définition du succès quand tu as débuté et comment celle-ci a évolué dans le temps. Alors, elle n'a pas trop évolué dans le temps. L'une des valeurs fondamentales en fait, de la marque que j'ai créée, c'est rendre accessibles des produits de qualité à toutes les femmes à cheveux texturés. Et donc, ça passait par un travail d'évangélisation, de pédagogie pour la cliente et d'éducation pour les professionnels. Et le but, l'idée première était de retrouver à moins de 15 minutes de chez elle un produit. Ok. Et c'est pour ça que j'ai une omnicanalité, en fait. Parce que, par exemple, on est très fort en pharmacie, parce que peu importe où tu es, tu as toujours un pharmacien à moins de 15 minutes de chez toi. Quand tu es dans une plus grande ville, tu as, par exemple, un Monoprix. Mais je n'ai pas choisi la GMS, je n'ai pas choisi la grande distribution classique. Parce que le but, c'était le produit de bonne qualité à moins de 15 minutes de chez toi. Ok. Si tu devais retranscrire ça pour toi, moi, c'était mon objectif. Ça l'est toujours, parce que c'est ma map, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai fait du plus gros au plus petit. J'ai fait les plus grosses villes. Et ensuite, maintenant, je vais vers les plus petites villes. Et je maille, en fait, la France comme ça. Tu vois. Donc ça, c'est la clé, en fait, de mon développement. Si je devais, entre guillemets, te faire une reco, c'est le même maillage. C'est l'histoire de mailler, en fait. C'est pour ça que je t'ai parlé de fondation, je t'ai parlé de choses, d'institutions, de fondations, de stades. En fait, et après, je suis allée mailler plus petit. Je sais pas, tu vois, je suis allée te dire, les écoles. Alors, ça commence par des grosses écoles, et puis après, tu peux descendre sur des écoles plus petites. On a parlé de fondation.
tu peux aller tabler sur des fondations très grosses et ensuite tu descends plus petit, en fait, pour être de plus en plus proche de ton client sur le terrain, tu vois. Donc, ça part de gros événements au début, tu vois. Donc, événements sportifs ou autres. Mais après, il faut que ça aille dans le quotidien des gens, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, ça passe par le... Enfin, ma mère au cinéma, c'est une catastrophe, hein. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, à 9 ou à 10 ans, je disais ce qui se passait à l'écran. Après, on se faisait, tu vois. Mais tu peux pas imaginer qu'une femme de 30 ans ne voit pas alors que l'écran, il est énorme devant elle, tu vois. Je me rappelle, on devait se mettre au premier rang. Je te parle pas de mes yeux. Tu vois, ma mère est obligée de se mettre dans les 3 premiers rangs. Et derrière, j'étais obligée de dire, ah, mais non, en fait, tu vois. Donc, le quotidien des gens, c'est hyper important. Et c'est comme ça, en fait, que tu deviens un vecteur émotionnel qui fait que c'est toi qui choisissent et pas quelqu'un d'autre, ou pas une autre technologie, tu vois. Pour moi, la définition du succès, c'est de faciliter la vie aux gens. Si on fait de l'argent au passage, c'est bien. Je vais pas cracher dessus. Très bonne définition. L'argent, c'est juste la conséquence de rendre la vie plus facile aux gens. Si tu le fais en faisant une bonne action, tant mieux, tu vois. Donc, ouais, je pense que le terrain, et tu l'as dit tout à l'heure, le terrain, c'est un des grands fondamentaux où tu as les remontées clients et où tu peux affiner ton offre et ton produit. Si ton produit est abouti, maintenant, faut mailler. Ouais. Et il faut mailler, ne jamais être dépendant et catégorisé au même endroit. Par exemple, là, tu fais dans les événements sportifs, tu dois absolument trouver quelque chose qui contrebalance. Dans la culture, par exemple. C'est hyper important. Et après la culture, ça peut être l'éducation, etc., etc. Et tu peux le faire par pays, au début. Et ensuite, tu peux le faire en France, le faire par pays, ensuite le faire par zone, entre guillemets, en disant, moi, je suis désolée, mais je trouve qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour l'accessibilité. Non, en fait, moi, je vais me spécialiser sur les territoires, par exemple. L'outre-mer, Afrique ou autre, tu vois. Après, ça peut devenir une de tes cartes majeures où tu dis non, mais en fait, on a montré la preuve de concept. Et après, on va là où il y a rien. Tu vois. Et là, il n'y a personne d'autre derrière, tu vois. Donc ça fait partie des points clés, je pense, pour pouvoir aller vers le scale. Super. Non, mais merci. Avec plaisir. Est-ce que tu repars avec une vision différente ou est-ce que tu as encore quelques points que toi, tu aimerais qu'on aborde ensemble? On a encore un peu de temps. Je vais repartir avec une vision différente, ça c'est sûr. Après, ce que je ne savais pas par rapport à ta mère, donc c'est vrai qu'il y a tout de suite une différence quand la personne comprend en fait les challenges d'une personne malvoyante. T'as vu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit, tu t'adresses à des personnes qui n'ont pas le handicap et donc qui ne peuvent pas comprendre. En fait, les mots que tu vas utiliser pour une personne qui a le handicap ne sont pas les mêmes que le décideur. Ouais. Moi, quand je suis arrivée sur le marché, j'avais des hommes souvent blancs, cinquantenaires, avec les cheveux raides ou la calvitie. Ils me regardaient et me disaient, mais du shampoing, il y en a au supermarché. Tu vois là ou pas? Ils ne comprenaient pas. Donc, tu dois en fait adapter ton discours, non pas comme si tu parlais à ta cible finale. Tu dois leur dire les mots que eux ils ont besoin d'entendre pour les déclencher. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais si tu leur dis qu'ils arrivent à cocher une case pour faire un rapport au board à la fin de l'année, il va dire « Ah, c'est toujours ça de moi d'emmerde. Ok, je vais essayer. » Tu vois la nuance ou pas? Ouais. Mais c'est vrai que c'est là où c'est important de comprendre aussi quels sont leurs problèmes ou quelles sont leurs cases, les cases qu'ils doivent cocher. Moi, j'ai toujours dit, je joue à un jeu. Et à partir du moment où... En fait, il faut jouer avec... On n'a pas tous les mêmes règles du jeu. Tu vois, moi, ma règle, c'était rendre les produits accessibles. Eux, leur règle, c'était faire venir du monde, avoir du réassort et faire des ventes. Tu vois, donc en fait, tu dois adapter ton discours. C'est hyper important. Parce qu'on va dire, oui, bon, d'accord, accessible, non, mais non, en fait, on n'a pas tant de personnes que ça. Par contre, exactement. J'ai investi dans une boîte qui vend des lunettes et qui a une croissance de plus de 100% chaque année quasiment. Donc, quand tu me parles, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais quand tu me parles de déficit visuel, c'est cette data-là que tu dois aller sortir.
Est-ce que tu sais qu'à passer 40 ans et que dans les 10 prochaines années, plus de 40% de la population française sera presbyte? C'est bizarre, non? C'est sur ces chiffres-là que tu dois aller. Et avec les écrans, en plus, ça a accéléré le rythme du vieillissement oculaire des gens. Donc, tu n'es même pas obligé de leur parler que du handicap. Bien sûr. Tu dois donc lui dire que tout le monde passe un temps infini derrière les écrans. Et ils se font tous quasiment opérer de la myopie ou d'autres choses. Que 40% de la population française sera presbyte et que plus d'une personne sur 2 va porter des lunettes. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, tu le dis. Aujourd'hui, vous avez dans vos événements X personnes qui a plus de X âge. C'est là-dessus que tu dois aller chercher, là. Voilà. Et de l'autre côté, tu dis, vous cochez la case accessibilité, vous offrez un service de plus. Et puis c'est même un service additionnel. Dans certains endroits, tu vas dire c'est une offre luxe. Dans d'autres endroits, tu vas dire c'est de l'inclusivité. Dans d'autres endroits, tu vois ce que je veux dire? Oui. Adapter le discours en fonction à chaque rendez-vous. Ok, c'est quoi leur but, leur objectif, leur clientèle? Et donc, tu dois prendre les mots qui résonnent pour la personne qui est décisionnaire en face de toi. C'est hyper important. Moi, je l'ai fait pour la naturalité, je l'ai fait pour la diversité, je l'ai fait pour l'inclusion. Je l'ai fait sur... maintenant, c'est Hitmark, donc vous allez avoir des nouveaux clients qui vont rentrer. Elles vont acheter un shampoing, mais elles vont acheter d'autres produits aussi, tu vois. Donc, la vente additionnelle, etc., etc. Ça fait partie... Donc là, en fait, je pense que ta clé, ça va être le commerce. Le commerce et la formation au produit. Oui. Mais tu as raison, on a les chiffres derrière. Et ça va au-delà du handicap. Ça va au-delà du handicap. Ouais. Tu vois? Et en fait, tu t'es concentré sur le handicap, entre guillemets, mais en vrai, lui, c'est bien de lui ouvrir la porte juste des statistiques classiques, en fait. Ouais. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Donc là, il va se sentir concerné. Il va se dire, attends, je porte des lunettes, tout le monde porte des lunettes, il y a peut-être un truc quand même. Hein. Tu vois, en fait, juste c'est une porte d'entrée que tu as ouverte. Après, tu t'y engouffres. Après, tu racontes tout le reste qui va avec. Mais juste comme point d'attaque, dire, mais attends, 1 personne sur 2 porte des lunettes. Dans 10 ans, on portera tous des lunettes. On fait comment? Il faut une solution dès maintenant. Oui, non, tu as raison. Élodie, je pense qu'on a eu un échange fluide, super, super agréable. Je te remercie en tout cas de m'avoir sortie de ma zone de confort. et franchement, j'espère vraiment que tu vas réussir à mapper, scaler à l'international aussi, parce que les yeux, ça n'a pas de frontières. Exactement. Voilà. T'as un bel outil. Je pense que c'est un petit peu la canne blanche version 2.0. Donc, félicitations. Et merci pour ce partage. Merci à toi, merci pour tes conseils. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. J'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Retrouvez d'autres histoires passionnantes et inspirantes sur le portail Outre-mer la Première, ainsi que sur nos réseaux sociaux.